Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Underscore et Lodash. Donc Underscore et Lodash, ce sont tout simplement deux librairies qui vont vous permettre de compléter un petit peu les lacunes du JavaScript en injectant tout un tas de méthodes plus ou moins utiles sur les objets, les tableaux, les chaînes de caractères, les entiers, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, histoire de ne pas polluer le namespace global, ce que font ces librairies-là, c'est qu'elles créent une nouvelle variable qui s'appelle underscore. Alors attention, c'est pas underscore en toutes lettres, mais c'est le symbole underscore. Et à l'intérieur de cet objet-là, on va avoir tout un tas de méthodes que l'on va pouvoir utiliser sur différents types de variables. Et ça va nous permettre de nous simplifier la vie dans pas mal de cas. Alors il faut savoir que Underscore et Lodash proposent les choses relativement similaires. C'est-à-dire que si vous regardez la documentation de l'un et de l'autre, vous allez remarquer beaucoup de similitudes. Alors du coup, on peut se demander laquelle choisir. Alors personnellement, j'ai tendance à plutôt choisir Lodash pour la bonne et simple raison qu'il est aussi disponible sur Node.js. Donc si vous faites du JavaScript côté serveur, vous allez pouvoir utiliser des fonctions de Lodash très simplement, en incluant que la fonction dont vous avez besoin. Ce que Underscore.js ne permet pas de faire. L'avantage aussi, c'est que si vous utilisez des outils de build un petit peu avancés, tels que Browserify ou Webpack, vous allez pouvoir utiliser le require pour charger juste les fonctions dont vous avez besoin. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'inclure toute la librairie. Et ça, c'est plutôt pratique. Et c'est pour cette raison-là que personnellement, j'ai tendance à choisir Lodash. En revanche, je serais incapable de vous faire une comparaison en termes de performance entre l'une et l'autre de ces librairies. Alors dans cette vidéo-là, du coup, je choisis d'utiliser Lodash, mais vous pouvez choisir d'utiliser Underscore, c'est relativement similaire. Il suffit de regarder la documentation pour comprendre comment fonctionnent les différentes méthodes. Alors pour utiliser Lodash, si on ne veut pas utiliser les outils avancés tels que Browserify et Webpack et on veut faire ça simplement, on a deux solutions. Soit on télécharge Lodash, et on prend le build qui correspond à ce dont on a besoin, soit on peut utiliser un CDN. Donc l'avantage d'un CDN, c'est que si jamais plusieurs sites chargent depuis cette URL-là, c'est mis en cache par l'utilisateur. Donc nous, on va prendre cette version-là pour nos tests et on va prendre la version minifiée. On va ensuite la charger au niveau de notre partie script, donc juste au-dessus de mon app.js, qui est le JavaScript qui va être utilisé dans cette vidéo-là. Je vais inclure le Lodash depuis le CDN. Automatiquement, lorsque j'inclus Lodash, j'ai maintenant accès à une super variable qui s'appelle underscore. Donc si je regarde maintenant ma console et que je fais un coup de underscore, je vais avoir accès à toutes les propriétés et toutes les méthodes. Par exemple, sample, sample size et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je ne sais pas trop comment vous présenter cette librairie-là parce qu'au final, ce n'est ni plus ni moins qu'une collection de fonctions. Et vous les présenter une par une, ça risque d'être relativement long et relativement chiant. Ceci étant dit, j'ai fait une petite sélection de fonctions que je trouve plus ou moins utiles et que j'ai été amené à utiliser et du coup je pense qu'elles peuvent vous être utiles. Donc on va commencer par des choses simples et on va parler des chaînes de caractères. Donc souvent ce que l'on a besoin de faire c'est entre guillemets de nettoyer une chaîne. Par exemple on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler démo, var démo, et c'est une chaîne de caractères mais qui a été tapée par un utilisateur. Donc il y a des espaces avant et après. Parfois ce que l'on a envie de faire c'est de nettoyer ces espaces-là. Donc en PHP on utilise notamment la fonction trim. Elle n'est pas disponible en JavaScript, mais heureusement pour nous, Lodash l'a inclus. Donc si jamais j'ai besoin de nettoyer cette chaîne, il me suffit de faire un coup de underscore.trim et ma chaîne, démo. Et automatiquement, ça supprimera les espaces en début et en fin de chaîne. Si je regarde au niveau de mon inspecteur, automatiquement, je vois que j'ai as mais sans les espaces initiaux et finaux. Alors de la même façon, si vous avez par exemple un entier qui contient des zéros comme ça, hop, et je ne sais pas pourquoi vous auriez envie de supprimer les zéros, au niveau de la fonction trim, donc soit vous regardez la signature de la fonction pour comprendre comment elle fonctionne, soit vous vous rendez sur la documentation. Donc tout est bien organisé au niveau de la documentation. Vous avez des grands groupes qui vous permettent de savoir ce qu'affectent les méthodes. Par exemple, si vous cherchez string, vous allez avoir toutes les méthodes qui ont attrait aux chaînes de caractères. Alors, hop là, ici. Et si on descend un petit peu, on a notre petite fonction de trim. Donc on peut lui passer en second paramètre les caractères que l'on souhaite supprimer. Par exemple ici, je veux supprimer les zéros. Et automatiquement, il retirera les zéros en début et en fin de chaîne. De la même façon, on a la fonction inverse qui est la fonction pad, qui permet de rajouter des éléments à une chaîne. Par exemple, si on passe 0, 1, et on a envie que cette chaîne de caractères fasse 6 caractères, on peut lui dire je veux que cette chaîne de caractères fasse 6 caractères. Et automatiquement, il rajoutera des espaces en début et en fin de chaîne. Donc ça peut être utile si vous voulez mettre par exemple un numéro de facture.
Un numéro de facture, on aime bien avoir 00001 par exemple, et qu'il y ait toujours le même nombre de chiffres. Mais là, je peux lui dire complète avec des zéros, et je veux à tout prix que ma chaîne fasse 6 caractères. Alors par défaut, la fonction pad met des zéros en début et en fin, mais on peut lui dire je veux que des zéros en début, en utilisant la méthode pad start. Et automatiquement, maintenant, on a 0001. Si je lui passe 1000, ben, il va compléter en mettant juste 2 zéros initialement. Donc ça, c'est plutôt cool. De la même façon, on a aussi des fonctions qui permettent de modifier des chaînes. Donc on a des fonctions telles que upcase qui permettent directement en JavaScript de mettre en majuscule, mais pour des opérations un petit peu plus complexes, on est un petit peu les livrer à nous-mêmes. Par exemple, si je veux capitaliser, par exemple, on va mettre John Doe tout en minuscule, mais je veux mettre des majuscules au niveau des mots initiaux. Ben là, je peux utiliser la méthode qui va s'appeler capitalize. On va lui passer en premier paramètre notre chaîne de caractères, qui est toujours des mots, et c'est tout. Automatiquement là, ça va capitaliser, c'est-à-dire que la première lettre de notre phrase, entre guillemets, va être en majuscule. De la même manière, si jamais vous voulez convertir ça, par exemple, sous forme d'URL, vous avez deux méthodes plutôt utiles, qui sont la méthode snakecase, qui permet de remplacer les espaces par des underscores, et la méthode kebabcase, qui permet de remplacer les espaces par des tirets. L'avantage, c'est que ça marche aussi pour des phrases qui seraient un petit peu plus complexes. Par exemple, je suis une URL intéressante. Ben, automatiquement, il va mettre tout en minuscule, il va remplacer les espaces par des tirets, mais en plus de cela, il va aussi remplacer les caractères spéciaux, comme les et ou les a accent grave, ben, par des e ou des a. Et ça, c'est plutôt cool si jamais vous voulez générer des URL en JavaScript. Donc après, il y a d'autres fonctions, mais qui sont vraiment un petit peu plus spécifiques. Vous avez par exemple la possibilité de mettre en majuscule ou en minuscule. Mais voilà, ce sont des fonctions qui sont relativement proches de ce que propose déjà entre guillemets le JavaScript. Ils ont après quelques manières de fonctionner un petit peu différentes par rapport au JavaScript natif. C'est-à-dire que si jamais vous prenez par exemple cette chaîne de caractères là et que vous dites je vais la transformer en majuscule, donc là on va remplacer cette chaîne là par celle-là. Si on fait un upcase en utilisant Lodash, ce qu'il va faire ici, alors elle est où ma console, elle est là, c'est qu'il va remplacer en fait les underscores par des espaces. Si on mettait tout simplement un coup de console.log demo.upcase, .toUppercase, c'est-à-dire qu'on utilise la fonction de JavaScript standard, dans ce cas-là, on voit que lui, il n'a pas remplacé l'underscore. Donc il faut faire attention, elles ont quand même quelques petites subtilités. Donc bien regarder les exemples qui sont donnés sur la documentation, parce que certaines fonctions qui peuvent sembler inutiles en se disant « oui, mais c'est exactement ce que propose le JavaScript », elles ont en fait des manières de fonctionner un petit peu différentes suivant certains cas d'utilisation. Donc voilà pour les chaînes de caractères, et on va maintenant voir les tableaux. Donc sur les tableaux, c'est souvent le truc qui est chiant en JavaScript, c'est qu'on a des opérations simples à faire, et ces opérations sont très rapidement compliquées. Par exemple, je vais créer un tableau, et je vais lui donner 3 valeurs. Et je me dis, tiens, j'ai un second tableau qui va s'appeler tab2, et ce tableau, il va contenir aussi une autre valeur. Si je veux fusionner ces tableaux-là, c'est un petit peu compliqué. L'avantage avec Lodash, c'est qu'il me suffit de faire un underscore.concat et je peux concaténer plusieurs tableaux. Par exemple, je concatène le tableau 1 et le tableau 2. Et automatiquement, ça va nous créer un nouveau tableau qui contiendra la concaténation de ces deux tableaux-là. Et vous pouvez lui passer autant d'arguments que vous voulez. Par exemple, je peux lui rajouter aussi 4 et 9. Et à la fin de mon tableau, il rajoutera 4 et 9. Et ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière, ce que l'on est aussi amené à faire avec les tableaux, c'est de supprimer un élément. Pour supprimer un élément, c'est un petit peu compliqué. Si je veux supprimer l'élément numéro 2, il faut d'abord que je trouve son index et ensuite que je fasse un unshift pour supprimer l'élément. Pas forcément évident et on se retrouve toujours avec le même code à écrire. L'avantage avec underscore, c'est qu'on peut utiliser la méthode without. On lui passe en premier paramètre le tableau, donc là ça va être tab, et en second paramètre l'élément à supprimer. Par exemple, je peux lui dire ici, je veux que tu supprimes l'élément qui a la clé numéro 2. Et automatiquement, ça va me donner le tableau avec la clé 1 et 3. Du coup, la clé numéro 2 a été supprimée. Donc ça fonctionne avec des clés simples, mais ça va aussi fonctionner avec des clés compliquées. Si par exemple, je crée un objet, donc on va l'appeler John, et on va lui mettre le content « Salut les gens ». Si je prends ce tableau-là et que je l'injecte à cet endroit-là, je peux lui dire, tiens, je veux que tu supprimes dans mon tableau le commentaire, et il supprimera l'objet comme une chaîne de caractères. Donc il teste l'égalité lui-même, et du coup, il est en mesure de le faire. Alors on peut aussi filtrer le tableau, c'est-à-dire que without permet de supprimer facilement un ou plusieurs éléments, on peut en mettre plusieurs d'ailleurs, mais si jamais on veut supprimer suivant une condition, on a une autre méthode qui est la méthode filter.
Donc si je reprends mon cas initial, je peux lui dire je veux que tu filtres, et je veux que tu filtres avec une condition. Et là, on passera en second paramètre une fonction qui itérera sur chaque élément du tableau et qui retournera true si l'élément doit être conservé. Par exemple, je m'y return, l'élément est supérieur à 1. Si je sauvegarde, ça va me retourner 2 et 3, parce que 2 et 3 sont bel et bien supérieurs à 1. Alors on peut utiliser des conditions de cette manière-là, mais on peut utiliser des conditions un petit peu plus simplement. Alors dans ce cas-là, avec un tableau simple, c'est pas forcément évident de vous le montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer un tableau qui va contenir plusieurs utilisateurs. Voilà, et on va itérer sur ce tableau-là. Et on va parcourir du coup chaque utilisateur. Si je veux filtrer et récupérer que les éléments qui sont actifs, je peux lui dire je veux que tu return user.active. Donc si user.active est égal à true, dans ce cas-là, ça retournera l'objet. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'on a un premier élément qui est barné, qui est bien actif, et ensuite on a Pebbles qui est lui aussi actif. Donc cette manière-là peut être un petit peu verbeuse à la longue, mais on peut aussi lui passer en second paramètre un objet pour lui donner la condition. Par exemple, je veux lui récupérer seulement les éléments qui sont inactifs. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple à écrire et au total ça me retourne un tableau qui contient un seul élément qui sera ici Fred. Alors la méthode filter retourne systématiquement un tableau qui est un filtre de ce que l'on a demandé, mais on peut aussi utiliser la méthode find qui récupérera dans ce cas-là le premier élément qui correspond à notre critère. Par exemple, ici, ça nous retournera directement l'objet et non pas un tableau contenant l'ensemble des éléments qui correspondent à cette recherche-là. Donc le find va être plutôt utile lorsque on aura un tableau par exemple avec des ID et qu'on dit tiens je veux récupérer l'élément qu'à l'ID 18. Beaucoup plus pratique que de faire une boucle et de faire les choses soi-même. Donc après le code de underscore n'est pas foncièrement complexe. C'est-à-dire que si vous vous êtes intéressé par une fonction, par exemple on va prendre la méthode find. Alors c'est chiant, il n'y a pas de... C'est le seul petit reproche que je ferai à cette librairie-là, c'est qu'on est obligé d'utiliser la recherche du navigateur, il n'y a pas directement une recherche disponible sur la documentation. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc vous avez pour chaque fonction des petits liens ici qui vous permet d'une part de voir la fonction sur NPM. Donc là, vous pouvez inclure que lodash.find si vous en avez besoin. Et qui vous permet aussi de voir les sources. Donc ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour la culture générale, de regarder à l'intérieur des sources de Lodash et de voir comment ils ont implémenté telle ou telle fonction. Bon, en général, c'est un poil compliqué parce qu'ils refont appel à d'autres fonctions. Donc là, par exemple, le find fait appel aux bases find index, qui est une autre méthode qui est définie un petit peu plus haut. Mais voilà, c'est plutôt pratique après si jamais on veut augmenter sa culture générale. Alors, on va revenir un petit peu où on en était. On a aussi la possibilité d'organiser les éléments. Donc ça, c'est quelque chose que je suis amené à faire assez souvent. J'ai besoin de réorganiser par exemple par nom. Là, il y a une méthode très simple qui est order by. On lui passe en premier paramètre le tableau, en second paramètre la clé que l'on va utiliser. Donc là, ça sera user. Et en troisième paramètre, est-ce que l'on veut que ça soit par user croissant ou décroissant? Donc là, je vais mettre croissant. Et dans ce cas-là, ça va me retourner le tableau avec d'abord Barney, ensuite Fred et enfin Pebbles. Si je veux utiliser plusieurs critères pour réorganiser, je peux passer dans ce cas-là un tableau contenant les différentes clés à tester. Donc là, ça équivaut à la même chose, mais je peux lui dire, si on a deux utilisateurs qui ont le même nom, je veux que tu utilises l'âge comme filtre, et l'âge, je veux que tu utilises l'âge décroissant. Voilà, donc ça nous retourne un nouveau tableau qui est organisé avec l'âge décroissant en plus du nom d'utilisateur. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très pratique et ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc on a ensuite la possibilité aussi d'utiliser la méthode map. Donc map permet de parcourir chaque élément et d'effectuer une opération sur ces éléments-là et de retourner un résultat. Et donc ça retourne globalement un nouveau tableau. Donc en premier paramètre, je lui passe la liste des utilisateurs et en second paramètre, c'est une fonction qui prendra chaque élément. Et ensuite, elle doit retourner ce que ça va renvoyer. Par exemple, si je veux retourner que l'âge, je peux faire un return user.age. Et dans ce cas-là, ça va me donner un nouveau tableau qui contiendra l'âge des différents utilisateurs. Mais ce que je peux aussi faire, c'est utiliser cette méthode-là pour altérer les choses. Par exemple, faire un user.age égale user.age multiplié par 2. Et ensuite, je return user. Du coup, ça va nous créer un tableau qui va contenir les différents utilisateurs où l'âge aura été multiplié par 2. Voilà, donc c'est un cas un petit peu particulier, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'elle est là. Donc de la même façon, vous avez aussi la méthode forEach. Donc la méthode forEach, comme son nom vous l'indique, vous permet de parcourir chaque élément du tableau.
C'est quelque chose qui est disponible aussi avec des librairies telles que jQuery, mais c'est vrai que de l'avoir dans une librairie plutôt simple, c'est cool aussi. Donc la méthode forEach prendra en premier paramètre la valeur et en second paramètre la clé. Donc ça c'est une différence par rapport au forEach qu'on est peut-être habitué à utiliser en PHP par exemple. C'est d'abord la valeur et ensuite la clé. Donc là par exemple je peux faire un petit coup de console.log, je vais afficher la clé, je vais afficher ensuite une petite flèche et la valeur. Et on va mettre juste le nom d'utilisateur. Si je fais ça, ça va me donner Fred, Barney et Pebbles. L'avantage aussi, c'est que je peux utiliser ça sur des objets. Par exemple, si je veux itérer sur le premier objet, donc ça c'est vrai qu'itérer sur les objets c'est toujours chiant en JavaScript, mais je peux lui passer le premier élément de notre tableau et automatiquement ça récupérera chaque clé. Donc user est égal à Fred, l'âge 40 et est-ce qu'il est actif? Non. Voilà. Donc encore une fois ici, je ne vous présente qu'un échantillon parce que vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles sur les tableaux. Peut-être un dernier petit truc. Le sample qui peut être pas mal. Si vous voulez piocher un utilisateur en particulier, vous pouvez faire un $_.sample et récupérer un utilisateur au hasard parmi ces utilisateurs-là. Si vous faites ça, automatiquement, ça vous retourne Fred. Et si je réactualise, ça va retourner un nouvel utilisateur. Bon, là, en l'occurrence, c'est tombé pas mal de fois sur Fred, mais voilà, c'est aléatoire. Si vous voulez récupérer deux éléments au random, vous n'allez pas utiliser sample, mais vous allez utiliser la méthode sample size. Et là, dans ce cas-là, vous allez récupérer deux éléments au pif parmi ce tableau-là. Pareil, ça peut être intéressant suivant certains cas. Si vous voulez faire un jeu où il faut deviner un truc, c'est cool. Mais pareil, voilà, vous avez tout un tas de méthodes. Les méthodes sont organisées par contre dans deux endroits différents. Vous avez d'abord les méthodes qui concernent les tableaux. Donc en général, c'est pour parler de tableaux relativement simples. Par exemple, là je suis tombé sur Chunk qui permet de splitter un tableau en deux petits tableaux de taille 2. Et vous avez après, si vous descendez, des méthodes qui rentrent aux collections. Donc les collections, c'est plutôt pour parler des tableaux d'objets. Par exemple, le order by, là on va pas faire un order by sur un tableau simple comme ça. Non, le order by c'est sur des collections. Pareil, le map c'est sur des collections et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez le shuffle qui permet de mélanger. Je pense pas à grand chose. Peut-être celle qui peut être aussi vraiment compliquée dans certains cas, c'est le group by. Le group by vous permet en fait d'organiser, de créer un nouvel objet et de prendre une clé en particulier, quoi. Par exemple, si je voulais organiser mes utilisateurs par première lettre de leur nom, par exemple, je ferais un _.groupBy. Toujours en premier paramètre le tableau et ensuite une fonction. Donc là, on va lui passer entre paramètres l'utilisateur. Et pour chaque utilisateur, on fera un return de user.substring. Et on récupérera juste le premier élément. Voilà. Si je réactualise, ça va sortir une petite erreur, oui, parce que c'est user.user. Voilà, hop. Là, ça me retourne un premier élément qui est tous les éléments qui commencent par la lettre B, puis F, puis P. Bon, c'est pas foufou ici, mais voilà, on peut faire des choses plutôt complexes dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est toujours des opérations qui sont compliquées à faire en JavaScript, qui sont du coup plutôt simples dans cette situation-là. Enfin, juste pour finir de parler des objets, vous avez peut-être une méthode qui est plutôt utile, qui est, si vous voulez connaître la taille d'un objet, c'est-à-dire le nombre de clés qu'il a, on va prendre l'utilisateur 0, on va faire var user égale users 0. Si on veut connaître la taille de l'objet, c'est un petit peu pénible parce qu'en JavaScript standard, on serait obligé de faire un coup de console.log object.keys pour obtenir les clés de notre utilisateur. Et en fonction de ces clés-là, on récupère la taille. Là, on peut utiliser avec Lodash _.size et on lui passe en paramètre l'objet. Et ça nous retournera la taille de notre objet. Si je débug, j'obtiens pour les deux cas 3 et 3. Sauf qu'il y a une méthode qui est un petit peu plus claire à comprendre. Donc d'ailleurs, tant qu'on est à parler des objets, vous avez aussi la possibilité de cloner des objets. Donc ça, c'est très utile lorsque vous voulez créer une nouvelle instance entre guillemets de l'objet et que vous voulez la modifier. Le problème, c'est que si je crée un user2 et que je dis c'est user, et ce user2, je modifie son âge. Je fais user2.age égale user2.age multiplié par 3. Et ensuite, je fais un coup de console.log de user. Si je fais ça, mon utilisateur aura été modifié. Et du coup, si je regarde dans la console, il a 120 ans. Alors que non, moi je veux vraiment créer un nouvel utilisateur en me basant sur le user. Mais là, je peux utiliser le _.clone et je clone cet objet-là. Si je reteste, je vois que le user normal, lui, n'a pas été altéré. En revanche, user2, lui, va bien avoir un âge de 120 ans.
Donc ça pareil, c'est quelque chose qui est très chiant à faire, et là avec une simple petite méthode, on peut y arriver. Imaginons maintenant que j'ai envie de passer cet utilisateur qui est un clone de l'utilisateur 1 à actif. Je pourrais faire user2.active active égale true. Et si je débug user2, il va être bien actif. Mais on a une solution un petit peu plus simple. On a la possibilité d'utiliser le assign. Donc le assign fonctionne de la manière suivante. On fait underscore.assign. On lui passe en premier paramètre l'objet. Par exemple, ça sera ici user2. Et on lui dit, je veux passer active à true. Hop. Et dans ce cas-là, user2 sera actif. Et on peut lui passer comme ça tout un tas de clés. On peut lui dire, tiens, je changerai bien l'âge et je lui donnerai 2 ans. L'avantage du assign, c'est que ça prend en premier paramètre l'objet que ça souhaite modifier. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aussi fusionner avec ce clone-là. Par exemple, hop, je peux lui dire assign à un objet vide les clés de l'objet user1. Et en plus, assign aussi ces valeurs-là. Et du coup, ça va créer un nouvel objet qui aura un âge de 2 et un actif à true. L'avantage, encore une fois, c'est que l'objet initial, qui est user, lui n'a pas été modifié. Il a bien été, il reste bien en fait sur 40 et il reste bien inactif. Donc ça va être très utile lorsque notamment vous voulez créer des fonctions pures qui retournent un nouvel objet sans forcément modifier l'objet original. L'avantage avec le assign, vous voyez que c'est très simple de créer un nouvel objet à partir d'un autre objet particulier. Voilà, bon après il faut vraiment des cas particuliers, mais si vous utilisez des choses comme Redux et tout, vous allez tomber sur ce genre de cas en permanence. C'est vraiment très particulier. Donc après pareil, pour manipuler les objets, on a tout un tas de méthodes qui sont plus ou moins utiles. Par exemple, si je veux supprimer l'âge, je peux faire un unset. On fait pour cela un underscore.unset. On lui passe en premier paramètre notre objet et ensuite le path pour pouvoir y accéder. Donc là par exemple, ça sera directement âge. Si je fais ça, il va unset la propriété âge sur notre objet. Et on ne se retrouve plus qu'avec actif égale à true. Si jamais on lui passait, par exemple au niveau du user, on lui passerait 2 propriétés, first name, hop, John, et last name, Do. Hop là, j'écris absolument n'importe comment. Voilà, donc si je fais ça, si je veux supprimer juste le first name, je ferai un user.firstname. Hop. Et dans ce cas-là, ça supprimera la clé first name. Et dans le user, je n'ai plus que l'objet do. De la même façon, si je veux set des choses, je serai obligé de faire un coup de user.firstname égale quelque chose. Mais là, je peux faire directement un underscore.set user.firstname et lui donner la valeur que je souhaite lui appliquer. Là, on va l'appeler Jonathan. Si je fais ça, hop, mon utilisateur va maintenant s'appeler Jonathan. L'avantage aussi, c'est que si jamais ces clés ne sont pas définies, il va automatiquement les définir. Là où normalement en JavaScript, on serait obligé de mettre des conditions. Donc là, il a détecté ça. De la même manière, si notre objet était juste égal à ça, hop, donc là on ne va plus faire de assign, on va directement lui faire ça, hein, hop. Si je fais ça, dans ce cas-là, il va automatiquement créer user, il va dire ah c'est un objet, et ainsi de suite, ainsi de suite. De la même manière, on peut aussi lui dire allez, crée un élément qui a un index 0. Hop. Et là, il créera un tableau, et dans ce tableau, il mettra un nouvel objet, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, après, c'est vraiment à vous d'imaginer un petit peu ce que vous avez besoin de faire et les cas. L'autre truc plutôt utile, c'est lorsque vous voulez tester une variable. Souvent, on va lui dire, par exemple, je veux savoir est-ce que l'utilisateur a un first name. On va mettre quelque chose comme ça, on va mettre if user .user.firstname égale la valeur à tester, démo. Dans ce cas-là, on va écrire notre code qui sera console.log OK. Si on essaie d'exécuter ce code-là, on va tomber sur une erreur parce qu'il va nous dire bonnement et simplement non, je ne peux pas le faire parce que la propriété first name n'existe pas, parce que user, lui, n'existe pas. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser underscore en lui disant je veux que tu testes, est-ce que on a cette clé-là, en faisant underscore.as, notre objet va s'appeler user2, et je teste, est-ce qu'on a un user.firstname. Et en plus, je teste ça. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas rencontrer d'erreur. Et on peut même se simplifier la vie en lui disant je veux faire un get. Alors dans le cas du get, il va essayer de récupérer l'élément qui correspond, et s'il ne trouve rien, il va lui donner une valeur par défaut. Et ensuite, on va mettre démo. Hop. Et là, la valeur par défaut, on peut lui préciser, si on regarde la définition,
ça sera en troisième paramètre, on mettra false. Systématiquement, on obtiendra false. Mais là, ça nous évite d'avoir l'erreur que l'on a rencontrée. Si maintenant notre utilisateur se met à avoir cette clé-là, dans ce cas-là, hop, ça nous retournera le OK. Ça fonctionnera correctement. Donc là, encore une fois, c'est toujours un petit peu du sucre syntaxique. C'est-à-dire que plutôt que de se compliquer la vie à écrire toute la longue ligne nous-mêmes, ça nous permet, avec une syntaxe plutôt simple et pas forcément si compliqué que ça à lire, d'obtenir le même résultat que ce que l'on écrirait en plusieurs lignes. Donc voilà, après je vous laisse faire un petit tour, je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses. Juste une dernière chose, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le debounce et le throttle. Donc on en a déjà parlé dans une autre vidéo qui était spécifiquement consacrée à ça, mais je pense qu'il est intéressant de faire un petit rappel. Lorsque on veut écouter un événement, par exemple le scroll, on va faire un window.add event listener et on va écouter lorsque l'on scroll notre page. Lorsque l'on scroll, on va lancer une fonction et cette fonction fera un coup de console.log je scroll. Voilà, et je vais supprimer cette partie. Si maintenant j'inspecte ma page, alors là on va le réimbriquer dans ma page et que je scroll, ce qui va se passer c'est que cet événement va être lancé des milliers et des milliers de fois. Et ça c'est pas forcément idéal en termes de performance si vous faites beaucoup de choses. Donc l'avantage avec underscore c'est que vous allez pouvoir debounce ça et lui dire ne lance ça par exemple que toutes les 20 millisecondes ou les 200 millisecondes. Dans ce cas-là vous allez mettre underscore.debounce. Vous allez lui passer en premier paramètre la fonction, donc ça ne change pas, et vous allez lui passer en second paramètre la durée, par exemple toutes les 200 millisecondes. Et hop, ici, c'est à cet endroit-là. Si maintenant je réactualise ma page, lorsque je scrolle, je vois que c'est au bout de 200 millisecondes que je finis de scroller, hop, qui lance cette fonction-là. Donc l'avantage, c'est que s'il y a plein de fois l'opération qui est effectuée en un intervalle de temps réduit, ce n'est pas lancé tout le temps. Si je veux modifier ça, je peux aussi utiliser la méthode throttle qui voudra dire dans ce cas-là, effectivement, toutes les 200 millisecondes, tant qu'il y a du scroll, tu scrolls. Et l'avantage, c'est que ça fait moins d'appels que si on n'avait pas cette fonction-là. Si on compare, hop, on va faire la même chose, mais on va enlever le throttle pour ce cas-là. Et là, on va mettre je scroll sans throttle. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable selon moi d'utiliser dès que vous écoutez des scrolls ou des resize. Parce que ce sont des événements qui sont relancés très très souvent, et dès que quelqu'un scrolle la fenêtre, alors que vous n'avez pas envie de recalculer tout le layout par exemple de votre page. Vous avez juste envie de recalculer quand l'utilisateur a fini de faire mumuse un petit peu avec son curseur. Voilà, donc si je réactualise, alors là il y avait une petite erreur à cet endroit-là. Donc si je réactualise, hop, dès que je scroll, je vois que le sans throttle est lancé beaucoup plus de fois que la partie avec throttle. Et du coup, en termes de performance, ça sera beaucoup moins optimisé. Voilà, donc c'était un petit détail, mais si vous êtes intéressé par cette fonction-là, vous cherchez sur GraphiCart, throttle et debounce. Et vous allez tomber sur cette vidéo-là qui vous réexplique tout et qui vous explique même comment créer ces fonctions-là. Mais c'est vrai que voilà, avec Lodash, on n'a pas besoin de s'embêter, de se prendre la tête, ça a déjà été créé. Donc on a aussi la possibilité pour la fonction throttle de lui passer en troisième paramètre des options pour par exemple lui dire si oui ou non on veut lancer des événements au début de l'événement et en fin d'événement. Donc par exemple lorsque l'on resize, on ne va pas forcément vouloir lancer la fonction de resize dès le début, donc on mettra un leading à false. Par exemple, par contre le trailing, c'est-à-dire à la fin de notre événement, là oui on va vouloir l'activer. Dans ce cas-là on mettra peut-être le trailing à true. Voilà, après encore une fois, il faut regarder un petit peu sur la documentation. Donc voilà, globalement, je pense avoir fait le tour. Malheureusement, il n'est pas possible de couvrir toutes les méthodes dans une seule vidéo, ça serait vraiment beaucoup trop long. Ceci étant dit, je vous conseille véritablement de regarder un petit peu cette librairie-là et déjà de réfléchir par rapport à votre expérience. Ah tiens, cette fonction-là, effectivement, j'en aurais bien eu besoin il y a 10 jours ou il y a 3 jours. C'est vrai que vous allez voir qu'il y a pas mal de cas utiles. Après, c'est véritablement une librairie que l'on va s'approprier au fur et à mesure et avec le temps. Dès qu'on va avoir besoin de faire certaines opérations, on va pouvoir utiliser les fonctions dont on a besoin et inclure ces fonctions-là. Donc encore une fois, je tiens à le préciser, si vous utilisez Browserify et Webpack, je vous conseille de ne pas forcément inclure tout Lodash comme on l'a fait, mais de n'inclure que ce dont vous avez besoin. Donc par exemple, dans ce cas-là, je vais supprimer cette fonction-là, et je vais supprimer au niveau de ma partie app.js mon petit global ici. Donc forcément, je vais tomber sur une erreur maintenant qui me dira, non, ça ne va pas fonctionner parce que, hop là,
cette page-là, Lodash n'existe pas. Je peux maintenant l'utiliser en faisant un coup de npm install Lodash. Donc là, je vais le sauvegarder dans mon package.json, peu importe. Et si j'ai besoin d'une fonction en particulier, je l'inclus tout simplement en faisant un coup de var throttle égale require, et je n'inclus que cette méthode-là, lodash/throttle. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi choisir de la nommer sans le underscore. Et hop, comme ça, c'est un petit peu plus naturel que de devoir mettre underscore point. Si maintenant j'aurais essayé, je vois que ça fonctionne correctement et je peux scroller et utiliser le throttle. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon code source, il n'y aura que cette partie lodash throttle qui sera inclue et pas toute la librairie. Ce qui évidemment permet de gagner en termes d'espace et de performance. En revanche, on regrettera évidemment que ça ne fonctionne pas avec le nouvel import OS6. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire par exemple un import. Si vous faites un import throttle, throttle from Lodash, ça va fonctionner parce que ça va inclure tout Lodash, mais le problème c'est que ça va inclure tout Lodash. Malheureusement, ça ne veut pas choisir juste d'inclure throttle parce que vous avez demandé throttle et ça va bien faire les choses. Donc malheureusement, vous allez vous retrouver avec tout Lodash d'importer. Donc on préférera toujours utiliser la solution simple de se dire j'importe juste la fonction dont j'ai besoin. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir cette petite librairie qui vous permettra de vous simplifier la vie dans pas mal de cas où vous avez besoin de fonctions pour traiter les tableaux, les objets ou tout autre truc en JavaScript. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!